Les 4 niveaux de pouvoir. La stratégie d'élite. Du Bouddha pour l'énergie mentale. Ajahn Fuang, mon premier enseignant, disait un jour que les personnes qui abordent la pratique de la concentration se divisent en 2 types. Celles qui pensent trop et celles qui ne pensent pas assez. Cela soulève évidemment la question de savoir quelle quantité de pensée est juste ce qu'il faut dans le contexte de la concentration. Cette question nécessite une réponse claire, car il existe de nombreuses façons de concentrer l'esprit, allant de celles où la concentration consiste totalement en de la pensée, à celles où l'esprit est si puissamment et étroitement focalisé que toute sensation du corps et des 5 sens est effacée, rendant toute pensée impossible. Lorsque nous consultons les suttas ou discours du canon Pali, la plus ancienne trace existante des enseignements du Bouddha, nous constatons que ces discussions sur les 4 jhanas, sa définition standard de la concentration juste, recommandent une voie médiane entre ces 2 extrêmes. Cependant, la juste mesure de la pratique du jhana n'est pas seulement une question de quantité de pensée, mais aussi de ce à quoi vous pensez, de comment vous pensez et de quand vous le faites. Les descriptions des suttas sur le rôle de la pensée dans la pratique de la concentration se divisent en 4 étapes. 1. La pensée préalable au jhana. 2. La pensée au sein du premier jhana. 3. L'activité mentale dans les jhanas restants. Et 4. L'activité mentale du discernement basée sur les jhanas. Ces étapes sont délimitées principalement par des questions de vocabulaire concentrées sur 2 ensembles de mots. Le premier ensemble comprend le mot jhana lui-même, ainsi que son verbe associé, jayati. Le second ensemble se compose du mot pali général pour la pensée, vitakka, du mot pour l'évaluation, vikara, qui est souvent jumelé à vitakka, et de leur verbe associé, vitakati, vikarati, anuvitaketi et anuvikareti. Dans le contexte des 4 étapes sus-mentionnées, le jhana ne s'applique directement qu'aux étapes 2 et 3, bien que la 4e étape puisse être pratiquée pendant que vous êtes en jhana. Quant à vitakka et vikara, ils ne sont utilisés que dans les 2 premières étapes. Jhana. Malheureusement, la signification de ces 2 mots dans ces différentes étapes a suscité une controverse. Avant d'entrer dans les détails de leur fonctionnement au cours des 4 phases de la pratique, nous devons donc résoudre les débats qui les entourent. La meilleure façon de clarifier le mot jhana est de commencer par citer les passages classiques des suttas décrivant les 4 jhanas, suivis de la liste standard de comparaison qui viennent enrichir cette description. Voici le cas où un moine, tout à fait retiré de la sensualité, retiré des dhammas malhabiles, entre et demeure dans le premier jhana, un ravissement et un plaisir né du retrait, accompagné de vitakka et vikara. Avec l'apaisement des vitakka et vikara, il entre et demeure dans le 2e jhana, un ravissement et un plaisir né de la concentration, une unification de la conscience exempte de vitakka et vikara, une assurance interne. Avec l'évanouissement du ravissement, il demeure équanime, attentif et vigilant,
et ressent le plaisir avec le corps. Il entre et demeure dans le troisième jhana, dont les nobles disent, équanime et attentif, il a une demeure plaisante, avec l'abandon du plaisir et de la douleur, tout comme avec la disparition antérieure de l'exaltation et de la détresse. Il entre et demeure dans le quatrième jhana, une pureté de l'équanimité et de l'attention, ni plaisir ni douleur. Quant aux comparaisons, le premier jhana, tout comme un habile préposé au bain, où son apprenti verserait de la poudre de bain dans un bassin en bronze et la pétrirait, en l'arrosant encore et encore avec de l'eau, de sorte que sa boule de poudre de bain, saturée, imprégnée d'humidité, pénétrée à l'intérieur comme à l'extérieur, ne coule pourtant pas. De la même manière, le moine pénètre et envahit, imprègne et remplit ce corps même du ravissement et du plaisir né du retrait. Il n'y a rien de son corps entier qui ne soit envahi par le ravissement et le plaisir né du retrait. Le deuxième jhana, tout comme un lac dont les eaux jailliraient d'une source interne, n'ayant aucune arrivée d'eau venant de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud, et avec des cieux fournissant d'abondantes averses de temps à autre, de sorte que la source d'eau fraîche jaillissant du lac même le pénétrerait et l'envahirait, l'imprégnerait et le remplirait d'eau fraîche, aucune partie du lac n'étant non envahie par les eaux fraîches. De la même manière, le moine pénètre et envahit, imprègne et remplit ce corps même du ravissement et du plaisir né de la concentration. Il n'y a rien de son corps entier qui ne soit envahi par le ravissement et le plaisir né de la concentration. Le troisième jhana, tout comme dans un étang de lotus, certains lotus, nés et croissant dans l'eau, restent immergés dans l'eau et s'épanouissent sans sortir de l'eau, de sorte qu'ils sont pénétrés et envahis, imprégnés et remplis d'eau fraîche de leurs racines jusqu'à leur pointe, et rien de ces lotus ne serait non envahi par l'eau fraîche. De la même manière, le moine pénètre et envahit, imprègne et remplit ce corps, même du plaisir dépourvu de ravissement. Il n'y a rien de son corps entier qui ne soit envahi par le plaisir dépourvu de ravissement. Le quatrième jhana, tout comme si un homme était assis, couvert de la tête aux pieds d'un tissu blanc, de sorte qu'il n'y ait aucune partie de son corps à laquelle le tissu blanc ne s'étende. De la même manière, le moine est assis, pénétrant le corps d'une conscience pure et lumineuse. Il n'y a rien de son corps entier qui ne soit envahi par une conscience pure et lumineuse. Le mot jhana est généralement traduit par absorption. Bien qu'il soit principalement utilisé dans les suttas pour désigner les 4 jhanas de la concentration juste, le MN 108 montre qu'il peut aussi s'appliquer à une absorption excessive dans des pensées malhabiles, passion sensuelle, malveillance, paresse et torpeur, agitation et anxiété, ou doute, ce que l'on appelle les 5 obstacles. La nature excessive et absorbante de cette pensée est indiquée par la manière dont le passage pertinent du MN 108 joue avec les verbes qui la décrivent. Ce n'est pas le cas, Brahman, que le bienheureux ait loué l'absorption mentale, jhana, de toutes sortes,
ni qu'il ait critiqué l'absorption mentale de toutes sortes. Et quelle sorte d'absorption mentale n'a-t-il pas loué? Il y a le cas où une certaine personne demeure avec sa conscience surchargée par la passion sensuelle, saisie par la passion sensuelle, faisant de cette passion sensuelle le point focal. Elle s'y absorbe, s'y résorbe, s'y surabsorbe. Jayati Pajayati, ni Jayati Apajayati. L'habitude de longue date de traduire jhana par absorption a été remise en question, principalement parce que le verbe jayati est souvent traduit de manière générique par méditer. À partir de là, certains soutiennent que si le verbe est générique, le nom devrait l'être aussi. Ils avancent également que, puisque les suttas consacrent plus d'espace à l'utilisation de la pensée, pour abandonner les qualités malhabiles qu'aux pratiques d'absorption, c'est ce type de pensée qui mérite le nom de concentration juste. En fait, les pratiques d'absorption, dépourvues de pensée, entraveraient l'usage habile de la pensée et devraient donc être exclues de la définition du jhana. Par conséquent, les jhanas ne devraient pas impliquer une absorption dans les sensations physiques, comme on le croit couramment. En d'autres termes, cet argument définit le mot jhana de manière à être plus inclusif, mais utilise ensuite les nouveaux venus pour expulser les pratiques plus traditionnellement associées au jhana. X doit inclure non seulement ik mais aussi zil. Mais ensuite, parce que Z plus nombreux est inclus dans X, il doit être jeté. Mais même si nous ignorons la logique bancale de cet argument, nous pouvons noter que son point de départ, l'habitude persistante de traduire jayati par méditer, est lui-même contestable. Rien dans les suttas n'indique que jayati, utilisé dans un sens positif dans le contexte de la méditation, signifie autre chose que, spécifiquement, faire le jhana. L'habitude de le traduire dans un sens plus générique, comme méditer, provient de la croyance post-canonique, non étayée par les suttas, qu'il est possible d'atteindre l'éveil sans avoir atteint aucun des 4 jhanas. Ainsi, lorsque le Bouddha montrait les racines des arbres et disait aux moines Jayatha la forme impérative plurielle du verbe, il leur disait explicitement d'y pratiquer le jhana. Deuxièmement, même si les suttas consacrent beaucoup d'espace à l'utilisation de la pensée, pour abandonner les qualités malhabiles et développer les qualités habiles, cela ne signifie pas qu'une telle pratique doive être appelée jhana. En réalité, comme nous le verrons, les suttas décrivent cette pratique comme une étape préalable au jhana, et non comme le jhana lui-même. Troisièmement, le MN 44 définit les thèmes de la concentration comme les 4 établissements de la pleine conscience. En d'autres termes, la concentration juste est focalisée sur l'activité de la pleine conscience juste. En fait, les descriptions de la pleine conscience juste montrent comment amener l'esprit à la concentration juste. C'est pourquoi la pleine conscience juste précède la concentration juste dans les facteurs du chemin. Or, les descriptions détaillées de la pleine conscience juste dans le MN10 et le DN22 commencent par les 4 premières étapes de la pleine conscience de la respiration, ce que le SN54.8 indique comme étant à la fois une pratique de pleine conscience et de concentration. Cela signifie que les descriptions des suttas sur la manière d'amener l'esprit au jhana commencent réellement par la pleine conscience de la respiration. Cette pratique
ne devrait donc pas être exclu de la définition du jhana. Quatrièmement, et de manière plus explicite, le fait que pratiquer le jhana implique non seulement la pensée, mais une absorption réelle dans les sensations physiques et mentales, est démontré par les comparaisons citées plus haut. On dit que le méditant envahit le corps de sensations de plaisir au point que, dans le troisième jhana, rien dans le corps n'en soit dépourvu, pour passer ensuite à un état où le corps est rempli d'une conscience pure et lumineuse. Il est difficile d'interpréter cela simplement comme un processus de pensée et de ne pas y voir un état d'absorption corporelle totale dans les sensations physiques et mentales. De plus, les suttas décrivent fréquemment le quatrième jhana comme la base du développement de pouvoirs psychiques, tels que la capacité de lire dans les pensées et de se remémorer des vies passées. Cela serait impossible si le quatrième jhana était simplement un processus de réflexion visant à abandonner les qualités malhabiles. En revanche, il est tout à fait possible que ces pouvoirs se développent à partir d'une conscience immobile du corps entier. Pour ces raisons, absorption semble toujours être la meilleure traduction française pour jhana. Vitakka et Vikara. Quant à Vitakka et Vikara, dans les descriptions des suttas concernant l'étape préalable au jhana, ces termes peuvent désigner soit une pensée et une évaluation habile, soit une pensée et une évaluation malhabile. Dans le premier jhana, cependant, les Vitakka et Vikara, qui agissent comme facteurs constitutifs, sont exclusivement habiles. La controverse ici porte sur le fait de savoir si Vitakka et Vikara signifient pas la même chose avant le jhana et au sein du premier jhana. Certains ont soutenu que dans le premier jhana, ces termes ne peuvent pas signifier pensée et évaluation, et qu'ils possèdent plutôt un sens technique totalement déconnecté de la pensée. Mais là encore, le fondement de cet argument est extérieur au sutta. Il existe des états de concentration si unifiés et si oublieux du corps qu'ils rendent toute pensée impossible. À partir de ce fait, l'argument stipule que ces états, et eux seuls, devraient être identifiés aux 4 jhanas. Or, rien dans les suttas n'indique qu'il en soit ainsi. Pour commencer, les comparaisons classiques indiquent que les jhanas sont des états de conscience du corps entier. Il existe cependant un contre-argument selon lequel le corps, dans les comparaisons, ne désignerait pas le corps physique, mais un corps mental. Car le corps physique ne pourrait pas être perçu pendant le jhana. Mais si tel était le cas, pourquoi le Bouddha aurait-il utilisé ces comparaisons pour commencer? Il aurait décrit le jhana en utilisant des images de points uniques et d'obscurité, en évitant toute mention du corps pour ne pas troubler les gens, plutôt que d'utiliser des images de luminosité, d'expansion et de sensations corporelles globales. Dans les 2 cas, son utilisation des termes Vitakka et Vikara dans la description du premier jhana et son usage du mot corps dans les comparaisons, si le Bouddha avait voulu que ces termes aient une signification particulière dans le contexte du jhana, il l'aurait précisé. Mais il ne le fait jamais. En fait, c'est le contraire qui se produit. Dans le MN19, il décrit les premières et deuxièmes étapes de la pratique en utilisant le mot Vitakka pour décrire la pensée préalable au jhana. Puis il continue d'utiliser le même mot dans le contexte du premier jhana.
S'il avait voulu que le mot change de sens, en changeant de contexte, il l'aurait dit. De même, dans le MN 119, il utilise le mot corps pour décrire la pleine conscience immergée dans le corps, désignant manifestement le corps physique, puis il utilise ce même mot dans les comparaisons pour les jhanas. S'il avait voulu qu'il ait un sens différent dans le second contexte, il l'aurait spécifié. Mais là encore, il ne le fait pas. Ainsi, étant donné que la définition du jhana, comme une focalisation unique et oublieuse du reste, exigerait que le Bouddha ait été soit sournois, soit incompétent dans ses enseignements, utilisant corps pour dire non-corps et pensée pour dire non-pensée, nous devons rejeter cette définition de ce qu'implique le jhana. En d'autres termes, nous devons supposer que Vitakka et Vikara ont le même sens dans le premier jhana que dans l'étape qui le précède. Cela signifie que la différence entre le premier jhana et l'étape préalable n'est pas une question de penser ou ne pas penser. Comme nous le verrons, c'est davantage une question de ce à quoi vous pensez et de pourquoi vous le faites. Première étape, avant le jhana. La description standard du premier jhana indique qu'il commence lorsque vous êtes retiré ou retiré de la sensualité et des qualités mentales malhabiles. Ainsi, le devoir de l'activité mentale dans l'étape de la pratique préalable au premier jhana est de débarrasser l'esprit de ces activités. Différents passages des suttas définissent ces activités mentales malhabiles de manière légèrement différente. L'AN 663 définit la sensualité comme la passion pour ses propres résolutions de plaisir sensuel. En d'autres termes, cela désigne non pas les plaisirs sensuels eux-mêmes, mais votre fascination à y penser. Le SN 4522 définit les qualités mentales, dhamma, malhabiles, comme les facteurs de l'octuple chemin erroné, de la vue fausse à la concentration fausse. Le DN2, qui traite des étapes de la pratique, décrit cette étape de retrait de l'esprit comme l'acte de se débarrasser des obstacles. Le MN 19 la décrit comme le fait de se débarrasser des pensées, vitakka, liées à une résolution erronée. Pensée de sensualité, pensée de malveillance et pensée de malfaisance. Parmi ces passages, le MN19 est le plus explicite pour décrire ce que ce stade implique comme type d'activité mentale. Elle se divise essentiellement en deux sortes. La première consiste à remplacer les pensées malhabiles par leur opposé, les pensées habiles, vitakka, pensée de renoncement, pensée de non-malveillance et pensée de non-malfaisance. Les verbes utilisés ici sont anuvitaketi et anuvikareti. Vous continuez à penser à ces thèmes habiles et à les évaluer. La seconde sorte d'activité implique des actes de métacognition, dans lesquels vous prenez du recul par rapport à votre pensée, vous l'observez et décidez si elle en vaut la peine. Dans le contexte des instructions du Bouddha pour la méditation, le but de la métacognition est essentiellement de développer le désenchantement pour les processus mentaux que vous observez. En d'autres termes, la métacognition vise à arriver à la conclusion que non, ils ne valent pas l'effort qu'ils demandent et qu'il vaut mieux les abandonner. Les verbes utilisés dans ce cas ne sont pas anuvitaketi ou anuvikareti. On utilise plutôt pajanati, discerner, patisantikati, remarquer, réfléchir ou considérer, pakavekati, examiner, et samanupasati, regarder ou envisager. Bien que ces verbes puissent être utilisés pour décrire des activités mentales
tant habiles que malhabiles en dehors de la pratique de la méditation, ils sont utilisés au sein de cette pratique exclusivement pour décrire des activités mentales habiles visant à induire le désenchantement. Notez que ces verbes n'indiquent pas une simple attention ou une conscience nue. Au contraire, vous réfléchissez aux pensées habiles et malhabiles en tant qu'action. Vous discernez qu'elles entraînent des conséquences. Vous envisagez les conséquences à long terme, puis vous jugez si elles valent la peine d'être poursuivies, en vous basant sur les résultats que vous voyez et anticipez. Bien que ce type de métacognition implique une forme de pensée et d'évaluation, le Bouddha n'a jamais utilisé les termes vitaka ou vikara pour le décrire. Apparemment, il voulait indiquer que la métacognition méditative relevait d'une activité mentale d'un genre spécial. Une pensée vitaka imprégnée de sensualité s'est élevée en moi. J'ai discerné par un ami que une pensée imprégnée de sensualité s'est élevée en moi. Et cela mène à ma propre affliction, ou à l'affliction d'autrui, ou à l'affliction des deux. Cela obstrue le discernement, favorise l'irritation et ne mène pas au déliement. Quand j'eus remarqué, Patisanchikato, qu'elle menait à ma propre affliction, elle s'apaisa. Quand j'eus remarqué qu'elle menait à l'affliction d'autrui, à l'affliction des deux, qu'elle obstruait le discernement, favorisait l'irritation et ne menait pas au déliement, elle s'apaisa. Chaque fois qu'une pensée imprégnée de sensualité s'était élevée, je l'ai simplement abandonnée, détruite, dissipée, effacée de l'existence. Deux points méritent d'être notés dans cette étape de la pratique. Premièrement, l'un des inconvénients que le Bouddha a discerné dans la pensée malhabile est qu'elle mène à l'affliction d'autrui. En d'autres termes, elle le conduirait à agir de manière à leur nuire. Le fait qu'il ait vu cela comme un inconvénient signifie qu'il ne se préoccupait pas seulement de l'état de son propre esprit, mais aussi de l'impact de ses actions sur les autres. De cette manière, sa contemplation avait une dimension morale, ce qui explique pourquoi la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence justes fonctionnent comme des éléments nécessaires du chemin. Ce n'est que si vos actions évitent véritablement d'affliger autrui que vous pouvez dire que vous avez définitivement mis de côté la pensée malhabile. Le second point digne d'intérêt est que le Bouddha, tout en voyant les récompenses de la pensée habile, a vu qu'elle aussi avait ses inconvénients. Et tandis que je demeurais ainsi vigilant, ardent et résolu, une pensée vitaka, imprégnée de renoncement, s'est élevée en moi. J'ai discerné Pajanami que une pensée imprégnée de renoncement s'est élevée en moi. Et cela ne mène ni à ma propre affliction, ni à l'affliction d'autrui, ni à l'affliction des deux. Cela favorise le discernement, encourage l'absence d'irritation et mène au déliement. Si je devais continuer à penser et à évaluer, Anuvitaketi, Anuvikareti, en accord avec cela même pendant une nuit, même pendant un jour, même pendant un jour et une nuit, je n'envisage, Samanupasami, aucun danger qui en résulterait, si ce n'est que penser et évaluer longtemps fatiguerait le corps. Quand le corps est fatigué, l'esprit est perturbé, et un esprit perturbé est loin de la concentration. J'ai donc stabilisé mon esprit
juste à l'intérieur. Je l'ai apaisé, unifié et concentré. Pourquoi cela? Pour que mon esprit ne soit pas perturbé. Ce passage explique l'une des raisons pour lesquelles, en tant que méditant, vous voudriez aller au-delà même du Vitakka habile. Vous voulez atteindre un état où le corps n'est pas fatigué et où l'esprit n'est pas perturbé. En d'autres termes, reposer l'esprit de la pensée ne nuit pas à la pensée habile. Cela donne à l'esprit une chance de se reposer et de rassembler ses forces, comme nous le verrons plus bas, pour un discernement plus précis. Comme l'explique le DN2, le fait de pouvoir dépasser les obstacles calme le corps et donne naissance à un sentiment de joie, d'allégresse et de ravissement, autant d'éléments propices à l'entrée de l'esprit en jhana. Le MN19 ajoute que le fait d'avoir éliminé la pensée malhabile place l'esprit dans un état où sa pleine conscience n'est pas troublée. C'est de cette manière que la pensée habile et la métacognition peuvent préparer l'esprit à un état de concentration alerte dans lequel il n'a plus besoin de penser. Mais comme l'indique la description du premier jhana, il reste encore un peu de réflexion à faire avant que l'esprit puisse atteindre un état où Vitakka et Vikara peuvent être totalement abandonnés. Bien que, à une exception possible près, les verbes utilisés pour indiquer la métacognition, discerner, réfléchir, regarder, n'apparaissent dans aucune des descriptions de la pratique du jhana pur lors des deuxième et troisième étapes de la pratique. Ils réapparaîtront à la quatrième étape, où le méditant réfléchit aux inconvénients du jhana. Vitakka et Vikara, cependant, apparaissent toujours dans les descriptions de la deuxième étape de la pratique, le premier jhana, pour ensuite disparaître des descriptions des deux étapes restantes. Deuxième étape, le premier jhana. Deux questions se posent alors. Quel genre de pensée et d'évaluation se produisent dans le premier jhana? Et quel but servent-elles? Les suttas n'apportent pas de réponse directe et explicite à ces questions. Mais ils affirment de manière indirecte que la pensée et l'évaluation sont focalisées sur le sujet ou le thème, nimitta, du jhana lui-même, et que leur but est de maximiser le plaisir et le ravissement qui peuvent être tirés de la focalisation sur ce thème. Le MN44 définit la concentration comme l'unification de l'esprit. Citta Sekagata, littéralement, l'état d'esprit rassemblé en un seul lieu. Eka égale 1, Aga égale lieu de rassemblement, Ta égale IT/état. Cela suggère que l'activité de Vitakka et Vikara doit rester dans les limites de l'objet unique du premier jhana. Autrement, l'esprit ne serait pas rassemblé en nous autour d'un seul endroit. Comme nous l'avons noté plus haut, le MN44 stipule également que les thèmes de la concentration, et il doit s'agir ici de la concentration juste, sont les 4 établissements de la pleine conscience. Ceux-ci sont définis dans le SN 45.8 comme suit. Et qu'est-ce moine que la pleine conscience juste? Il y a le cas où un moine demeure focalisé sur le corps en tant que tel, ardent, vigilant et pleinement conscient, subjuguant l'avidité et la détresse par rapport au monde. Il demeure focalisé sur les sensations en tant que telles, ardent, vigilant et pleinement conscient, ayant subjugué l'avidité et la détresse par rapport au monde. Il demeure focalisé sur l'esprit
en tant que tel, ardent, vigilant et pleinement conscient, subjuguant l'avidité et la détresse par rapport au monde. Il demeure focalisé sur les qualités mentales en tant que telles, ardent, vigilant et pleinement conscient, ayant subjugué l'avidité et la détresse par rapport au monde. Ceci, moine, est appelé pleine conscience juste. La N870 développe ce point, montrant comment la pratique de la pleine conscience juste mène directement à la pratique des 4 jhanas, bien qu'il insère une étape supplémentaire entre le premier jhana et le second, dans laquelle il n'y a pas de vitakka et un minimum de vikara. Aucun des suttas ne s'étend sur ce que cela signifierait. Vous devriez alors vous entraîner ainsi. Je demeurerai focalisé sur le corps en tant que tel, ardent, vigilant et pleinement conscient, ayant subjugué l'avidité et la détresse par rapport au monde. C'est ainsi que vous devriez vous entraîner. Lorsque vous aurez développé cette concentration de cette manière, vous devrez développer cette concentration avec vitakka et vikara. Vous devrez la développer sans vitakka et avec un minimum de vikara. Vous devrez la développer sans vitakka et sans vikara. Vous devrez la développer accompagnée de ravissement, non accompagnée de ravissement, dotée d'un sentiment de joie. Vous devrez la développer dotée d'équanimité. Curieusement, les suttas fournissent des instructions détaillées sur la manière de développer la concentration en utilisant un seul des 4 cadres de référence sur lesquels la pleine conscience est établie, le corps. Cependant, les instructions les plus détaillées des suttas sur la façon de se focaliser sur le corps prennent le souffle comme objet, et elles soulignent que si vous suivez ces instructions sur la focalisation sur le souffle, vous établissez en même temps la pleine conscience dans les 3 autres cadres de référence également. Le lien direct entre la pleine conscience juste et la concentration juste est illustré dans un passage intéressant du MN 125 où le Bouddha compare l'entraînement d'un moine à celui d'un éléphant sauvage. Le sutta énumère les mêmes étapes de l'entraînement du moine que celles exposées dans d'autres suttas, fournissant des schémas de pratique similaires, tels que le DN2 et la N10, 99, mais avec une différence importante. À l'endroit où les autres suttas placent la pratique du premier jhana, ce sutta mentionne l'entraînement aux 4 établissements de la pleine conscience. Or, son traitement de ces établissements montre que lorsqu'ils sont maîtrisés avec succès, ils sont équivalents au premier jhana. Cela donne également un indice important sur ce que concerne la pensée et l'évaluation dans le premier jhana. Ayant abandonné ces 5 obstacles, des imperfections de la conscience qui affaiblissent le discernement, il demeure focalisé sur le corps en tant que tel, ardent, vigilant et pleinement conscient, ayant subjugué l'avidité et la détresse par rapport au monde. Il demeure focalisé sur les sensations, l'esprit, les qualités mentales en tant que telles, ardent, vigilant et pleinement conscient, ayant subjugué l'avidité et la détresse par rapport au monde. Tout comme lorsqu'un dresseur d'éléphants plante un grand poteau dans le sol et y attache l'éléphant sauvage par le cou afin de le briser de ses habitudes sauvages, de ses souvenirs et résolutions sauvages, de sa distraction, de sa fatigue et de sa fièvre, d'avoir quitté la nature sauvage pour lui faire apprécier la ville et lui inculquer
des habitudes conformes aux êtres humains. De la même manière, ces 4 établissements de la pleine conscience sont des attaches pour la conscience du disciple des nobles, pour le rompre de ses habitudes domestiques, de ses souvenirs et résolutions domestiques, de sa distraction, de sa fatigue et de sa fièvre d'avoir quitté la vie domestique, pour l'obtention de la méthode juste et la réalisation du déliement. Ensuite, le Tathagata l'entraîne davantage. « Viens, moine, demeure focalisé sur le corps en tant que tel, mais ne pense aucune pensée liée au corps. Makakayupa sanitam vitakam vitakesi. Demeure focalisé sur les sensations en tant que telles, mais ne pense aucune pensée liée aux sensations. Demeure focalisé sur l'esprit en tant que tel, mais ne pense aucune pensée liée à l'esprit. Demeure focalisé sur les qualités mentales en tant que telles, mais ne pense aucune pensée liée aux qualités mentales. Avec l'apaisement de Vitakas et Vikara, il entre et demeure dans le 2e jhana. Ravissement et plaisir nés de la concentration. Unification de la conscience exempte de Vitaka et Vikara. Assurance interne. Ces instructions pour entrer dans le 2e jhana, rester focalisé sur le corps, etc., en tant que tel, mais sans penser de pensées liées au corps, suggèrent que dans le 1er jhana, on est focalisé sur le corps, en tant que tel, tout en pensant des pensées sur le corps. Et la raison pour laquelle vous pensez ces pensées est de pouvoir éprouver du plaisir à rester focalisé sur le corps, tout comme on apprend à l'éléphant à apprécier de rester dans la ville. Ce point est soutenu par l'image du baigneur dans la métaphore classique du 1er jhana. Des 4 métaphores, c'est la seule où un agent conscient fait quelque chose avec intention. Pétrir l'eau à travers la poudre de savon. Dans ces métaphores, l'eau représente le plaisir, le mouvement, le ravissement. Le baigneur représente apparemment Vitaka et Vikara, alors qu'ils travaillent à diffuser le ravissement et le plaisir du 1er jhana à travers tout le corps, maximisant le plaisir qui peut être trouvé en restant focalisé avec une pleine conscience du corps. Le plaisir du 1er jhana est une partie nécessaire de la concentration, non seulement parce qu'il facilite le maintien de la concentration, mais aussi parce qu'il est nourrissant. La N763 compare explicitement les jhanas à de la nourriture pour les soldats de l'effort juste. De plus, le MN13 souligne que même lorsqu'un moine peut voir les inconvénients de la sensualité, s'il ne peut pas atteindre le plaisir du 1er jhana ou quelque chose de supérieur, il ne pourra pas s'empêcher de retourner à la sensualité. C'est donc une deuxième raison pour laquelle la pratique consistant à apaiser l'esprit dans un sentiment de bien-être est une partie nécessaire du chemin. Elle renforce votre détermination à ne pas retourner à la sensualité. Ce passage indique également que l'expression « retirer » de la sensualité dans la définition du 1er jhana ne signifie pas que les méditants doivent avoir abandonné totalement et définitivement la sensualité avant d'y entrer. Cela signifie simplement qu'ils ont temporairement retiré l'esprit des pensées sensuelles. Après tout, s'ils avaient totalement abandonné la sensualité, ils n'auraient nul besoin d'utiliser le plaisir du 1er jhana pour fortifier leur résistance contre un retour vers celle-ci. À première vue, il peut sembler qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre Vitaka et Vikara dans le 1er jhana
et les activités de métacognition décrites dans la première étape de la pratique. Après tout, les deux impliquent l'observation et le jugement. Cependant, les différences existent. La première différence concerne le but. Les activités de métacognition décrites à l'étape 1 et qui seront décrites plus loin à l'étape 4 sont effectuées dans le but de développer le dépassionnement. Vitakka et Vicara, dans le premier jhana, en revanche, ne sont pas pratiqués pour le dépassionnement, mais pour le plaisir et le renforcement de la concentration. Quant à la deuxième différence, il n'est pas toujours vrai que Vitakka et Vicara, dans le premier jhana, se limitent à l'observation directe. On peut le voir dans la description alternative de Vitakka et Vicara dans ce qui revient au premier jhana, décrit dans le SN 4710. Ce sutta note que lorsque vous avez du mal à vous concentrer sur l'un des thèmes classiques de la concentration juste, quand, selon ces termes, une fièvre basée sur ce cadre de référence s'élève dans le corps, qu'il y a de la léthargie dans votre conscience, ou que votre esprit est dispersé à l'extérieur. Votre esprit doit être dirigé, Panidahitabam, vers un thème inspirant, Pasadanya Nimit. Le sutta ne donne pas d'exemple pour illustrer ce qu'il entend par thème inspirant. Mais certains candidats possibles incluraient les 6 récollections décrites dans l'AN 371 ou les 4 attitudes sublimes décrites dans le SN 428. Aucun de ces thèmes n'implique d'observation directe. Au contraire, ils sont plus discursifs. Et pourtant, ils semblent qualifiés comme des objets appropriés pour Vitakka et Vicara dans le premier jhana. Selon le SN 4710, le but de penser à ces thèmes est de réjouir l'esprit d'une manière qui induit le ravissement, calme le corps, induit le plaisir et favorise la concentration. Lorsque vous obtenez ces résultats, vous pouvez retirer l'esprit du thème inspirant et rester pleinement conscient et à l'aise tout en étant engagé dans aucun Vitakka ou Vicara du tout. Apparemment, cela signifie que vous revenez au cadre de référence pour établir la pleine conscience et que vous entrez dans le deuxième jhana. Ce qui est important dans les deux cas, que vous vous concentriez sur l'observation de l'un des cadres de référence ou sur la pensée discursive d'un thème inspirant, c'est que Vitakka et Vicara, dans le premier jhana, sont focalisés sur la relation avec le thème de concentration choisi, d'une manière qui induit et maximise le plaisir et le ravissement. Cela nécessite une pensée active à mesure que vous effectuez des ajustements dans l'esprit ou dans l'objet de méditation, et non de simples actes consistant à poser l'esprit sur son objet et à l'y maintenir connecté. Ce n'est que lorsque l'esprit et l'objet ont été mis en harmonie par la pensée et l'évaluation que Vitakka et Vicara peuvent avoir l'effet désiré, permettant à l'esprit de s'installer agréablement dans une concentration encore plus profonde et d'écarter toute autre pensée de sensualité. Troisième étape, les jhanas restants. Comme le note le MN 125, à partir du deuxième jhana, vous gardez la trace de votre cadre de référence, comme le souffle, mais sans penser à son sujet ni l'évaluer. C'est ici que commence l'absorption totale dans l'expérience du corps. C'est apparemment ce que signifie l'expression « Cetaso et Kodi Bhavam », l'unification de la conscience, dans la définition du deuxième jhana.
votre conscience semble ne faire qu'un avec son objet. Et ces niveaux de jhana sont apparemment ceux à quoi Sœur Vimala fait référence dans l'un des vers qui lui sont attribués. Aujourd'hui, enveloppé dans un double manteau, la tête rasée, ayant erré pour l'aumône, je m'assois au pied d'un arbre et atteins l'état de non-pensée, avitakam. La conscience imprègne toujours le corps, comme l'indiquent les métaphores, du 2e au 4e jhana. Mais comme l'indiquent aussi ces métaphores, aucune pensée discursive n'est requise pour permettre aux sensations de ravissement ou de plaisir d'imprégner le corps. Il n'y a pas d'agent conscient propageant de l'eau fraîche à travers le lac dans la métaphore du 2e jhana. L'eau fraîche de la source imprègne le lac sans effort. Dans la métaphore du 3e, il n'y a aucun mouvement, reflétant le fait que le ravissement s'est dissipé, et les lotus sont simplement saturés de leurs racines à leur pointe par une eau fraîche et immobile. Dans la métaphore du 4e jhana, comme dans celle du 3e, tout est parfaitement immobile. En fait, c'est si immobile que, comme l'indique le SN36, 11 et la N10, 72, la respiration d'inspiration et d'expiration s'est arrêtée. L'absence d'eau dans cette métaphore symbolise la transcendance du plaisir. Et tout ce qui reste est une conscience pure et lumineuse remplissant le corps. Ces métaphores ne décrivent pas une concentration étroite où toute conscience est effacée. Et elles ne décrivent pas une expérience qui consiste simplement en une pensée habile. Elles indiquent une absorption totale dans le sens du corps. Pourtant, même dans ces états d'absorption, une certaine activité mentale se poursuit. Après tout, ils sont fabriqués et doivent être maintenus. Le MN 111 donne une description détaillée des activités mentales requises pour maintenir l'absorption. Ce sutta décrit la capacité spéciale du vénérable Sariputta à débusquer ses activités une par une, Anupada Vavatika, alors même qu'il se trouvait dans ses états de jhana. Il faut noter ici que sa capacité relève proprement de la 4e étape de la pratique, qui sera discutée dans la section suivante. Mais ce que le vénérable Sariputta était capable de percevoir doit être présent dans tous ses états de concentration, que vous puissiez les détecter ou non pendant que vous y êtes. La liste des qualités mentales se divise en 2 parties. Les qualités présentes dans les 4 jhanas et celles qui sont propres à chaque jhana individuel. Les qualités qu'ils ont toutes en commun sont les suivantes. Les 5 activités énumérées sous le terme « non » dans la coproduction conditionnée. Contact, sensation, perception, intention et attention. 3 qualités qui constituent l'effort juste, désir, persévérance et intention. Et enfin, 4 qualités qui ne forment pas une liste standard, provenant d'ailleurs dans les suttas. Décision, pleine conscience, équanimité et le trait distinctif de la concentration, l'unification de l'esprit. Ce qui est intéressant dans cette partie de la liste, c'est que les 3 qualités constituant l'effort juste sont également 3 des bases du succès. Iddhipada, la 4e base du succès, la discrimination, qui est identique à l'activité de métacognition, est absente. C'est l'une des indications que la métacognition n'est pas une partie intrinsèque de la pratique des jhanas. Il existe quelques anomalies dans cette seconde partie de la liste, notamment en ce qui concerne le 3e jhana. L'équanimité et la pleine conscience y sont listées 2 fois, à la fois comme des qualités s'appliquant aux 4 jhanas et comme des qualités spécifiques au 3e. Et pour une raison quelconque, la vigilance est répertoriée sous le 3e, mais pas sous les autres jhanas.
Le point important est que les activités mentales citées dans les 2 parties de la liste sont nécessaires pour maintenir l'esprit focalisé et absorbé. Ceux qui affirment qu'à partir du 2e jhana, l'esprit n'est engagé dans aucune activité sont aveugles à ce qui se passe réellement. En même temps, aucune de ces activités ne nécessite de pensée discursive. Elles peuvent simplement maintenir la décision de rester absorbées en répétant les mêmes actes mentaux, principalement autour des 2 activités que le MN44 classe comme fabrication mentale, la sensation et la perception. L'importance de ces 2 activités se reflète dans le fait que la description standard de chaque jhana le définit par sa tonalité sensitive et que la N936 classe tous ces jhanas comme des accomplissements de perception. Bien que le maintien dans un jhana particulier ne nécessite pas de pensée active au-delà des qualités incluses dans la liste du MN111, le sutta soulève la question de savoir si le passage d'un jhana à un autre requiert un acte de discernement séparé. Dans le cas du vénérable Sariputta, il nous est dit qu'après avoir débusqué les activités de chaque jhana, il discernait l'échappatoire supérieur à ce jhana et pouvait ainsi passer à des états d'absorption progressivement plus profonds. Ce discernement serait un acte de métacognition, comme l'indique l'AN 941. Cela pourrait inclure le fait de voir les inconvénients de tout facteur perturbateur dans l'état de jhana précédent et de comprendre la récompense de son abandon. Cependant, il est également possible que les méditants inclinent simplement leur esprit vers des états d'absorption de plus en plus reposants, sans avoir conscience de l'endroit où ils se trouvent sur la carte des jhanas. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'en dehors des cas où un acte de discernement joue un rôle dans la progression d'un jhana inférieur vers un jhana supérieur, aucun des verbes de métacognition n'est utilisé pour décrire la pratique des jhanas en tant que telle. Quatrième étape, le discernement basé sur le jhana. Bien entendu, étant donné que les jhanas font partie du chemin, ils ne sont pas pratiqués en soi, pour eux-mêmes. Ils sont pratiqués en vue d'un but ultérieur. La N441 énumère 4 buts légitimes pour la concentration juste. Comme une demeure agréable, ici et maintenant, comme base pour les pouvoirs psychiques, comme base pour la pleine conscience et la vigilance, et comme base pour mettre fin aux effluents mentaux. La discussion dans la N441 peut donner l'impression qu'elle parle de 4 types de concentration différents. Les 4 jhanas n'étant mentionnés explicitement que pour le premier but, comme demeure agréable, mais d'autres passages des suttas montrent que les jhanas doivent être compris comme étant implicitement impliqués dans les 3 autres buts également. Le DN2, le MN39 et de nombreux autres suttas qui fournissent un schéma pour l'ensemble de la pratique montrent que les jhanas sont une base pour les pouvoirs psychiques. Le MN122 montre qu'ils peuvent fournir une base pour la vigilance et, bien sûr, la définition standard du 4e jhana montre que c'est l'état mental dans lequel la pleine conscience devient pure. Ici, nous sommes plus directement concernés par le 4e but, l'éveil qui met fin aux effluents mentaux. Et là encore, il existe de nombreux suttas montrant que le discernement menant à l'éveil peut être développé au sein de n'importe lequel des jhanas. En fait, le méditant n'a nullement besoin de quitter l'un des 4 jhanas pour effectuer l'analyse requise par le discernement. Parmi ces suttas figure le M
N52, le M N111, le M N140, la N528 et la N936. Ces suttas montrent de la manière la plus définitive que la pensée est possible même dans les jhanas supérieurs. Il est important de noter, cependant, que cette pensée n'est pas intrinsèque à aucun des jhanas supérieurs et qu'elle n'est jamais décrite comme vitakka ou vikara. Au lieu de cela, elle est décrite par les verbes liés à la métacognition. Quelques exemples. De plus, avec l'apaisement de vitakas et vikaras, le moine entre et demeure dans le deuxième jhana. Ravissement et plaisir nés de la concentration. Unification de la conscience exempte de vitaka et vikara. Assurance interne. Il réfléchit, patisantikati sur cela, et discerne pajanati. Ce deuxième jhana est fabriqué et voulu. Or, tout ce qui est fabriqué et voulu est inconstant et sujet à la cessation. En restant la même, il atteint la fin des effluents. Ou, sinon, alors, par cette passion même pour le Dhamma, ce délice pour le Dhamma et par la disparition totale des 5 entraves inférieures, vue d'identification à soi, attachement aux habitudes et pratiques, incertitude, passion sensuelle et irritation. Il est destiné à renaître spontanément dans les demeures pures, pour y être totalement délié, sans jamais revenir de ce monde. Tout comme si une personne devait réfléchir, pas qu'avec Eya sur une autre, ou une personne debout, réfléchir sur une personne assise, ou une personne assise, réfléchir sur une personne allongée. De même, moine, le moine qui a atteint les 4 jhanas a son thème de réflexion, pakavehana nimitam, bien saisi, bien suivi, bien pondéré, bien pénétré, sugahitam, sumanasikatam, supadaritam, supatividdam, au moyen du discernement, paññāya. C'est le 5e développement de la noble concentration juste à 5 facteurs. Okay. Supposez qu'un archer ou l'apprenti d'un archer s'entraîne sur un homme de paille ou un monticule d'argile, de sorte qu'après un certain temps, ils deviennent capables de tirer à de longues distances, de tirer des coups précis en succession rapide et de percer de grandes masses. De la même manière, un moine, avec l'abandon du plaisir et de la douleur, comme avec la disparition antérieure de la joie et de la détresse, entre et demeure dans le 4e jhana, pureté de l'équanimité et de la pleine conscience, ni plaisir, ni douleur. Il considère Samanupassati tous les phénomènes qui s'y trouvent liés à la forme, la sensation, la perception, les fabrications et la conscience, comme inconstant, stressant, une maladie, un cancer, une flèche, douloureux, une affliction, étranger, une désintégration, un vide, non-soi. Il détourne, petit à petit, son esprit de ces phénomènes, et ce faisant, incline Upasamarati son esprit vers la propriété de l'immortalité. Ceci est la paix, ceci est exquis, l'apaisement de toutes les fabrications, le renoncement à toutes les acquisitions, la fin de l'avidité, le dépassionnement, la cessation, le déliement. En restant là même, il atteint la fin des effluents. Ou, sinon, alors, par cette passion même pour le Dhamma, ce délice pour le Dhamma, et par la fin totale des 5 entraves inférieures. Vue d'identification à soi, attachement aux habitudes et pratiques, incertitude,
passion sensuelle et irritation. Il est destiné à renaître spontanément dans les demeures pures, pour y être totalement délié, sans jamais revenir de ce monde. Comme pour la métacognition décrite dans la première étape, les actes de métacognition décrits ici consistent à prendre du recul par rapport à son propre état d'esprit et à l'observer, réfléchir, considérer, discerner, dans le but de développer un dépassionnement à son égard. Détourner l'esprit de celui-ci et l'incliner ailleurs. La métaphore de l'AN 528, montrant la personne assise réfléchissant sur la personne allongée, etc., donne une image particulièrement claire de la nécessité de se détacher de ce que fait l'esprit afin de s'engager dans ce type de métacognition. La différence principale entre la métacognition employée durant la première étape de la pratique et celle employée dans la quatrième étape est qu'ici, elle vise non pas à préparer le terrain pour la pratique du jhana, mais à développer le dépassionnement pour le jhana lui-même et, par implication, pour tous les autres états mentaux fabriqués également. Comme nous l'avons noté lors de la discussion des activités mentales employées dans tous les états de jhana à la troisième étape de la pratique, les activités constituantes de tous les jhanas incluent tous les facteurs du non dans la coproduction conditionnée. Ce sont ces facteurs qui fournissent une base à l'avidité menant à un devenir ultérieur, la seconde noble vérité. Ainsi, lorsque des actes de métacognition peuvent développer le dépassionnement pour ces facteurs, cela attaque le problème de la souffrance, la première noble vérité, aux causes même de sa cause. Les facteurs constituants présents dans tous les jhanas incluent également la pleine conscience juste, les éléments de l'effort juste et la concentration elle-même. Cela signifie que lorsque le dépassionnement peut être développé pour ces facteurs, cela permet à l'esprit de lâcher son dernier attachement, celui envers le chemin, la quatrième noble vérité, lui-même. Nous voyons donc ici une troisième raison d'amener l'esprit vers un état de calme, sans vitaka ni vikara. Cela vous procure un arrière-plan de tranquillité qui vous permet de débusquer les événements mentaux pouvant mener à la souffrance et de les abandonner plutôt avec finesse. Sans ce calme, ces événements vous resteraient cachés dans le flou confus de l'activité mentale. Juste ce qu'il faut. Lorsque nous observons comment la pratique de la méditation se décompose en 4 étapes, et le soin avec lequel le Bouddha a décrit les types de pensées appropriées à chacune, nous comprenons pourquoi la réponse à la question « Quelle quantité de pensée est juste ce qu'il faut dans la pratique de la concentration ?» n'est pas simple. Cela dépend plutôt de 3 facteurs. L'étape de la pratique dans laquelle vous vous trouvez. Le type de pensée approprié à cette étape. Quel est son but? Dans la première étape, préalable au jhana, vous engagez suffisamment de vitaka et vikara habiles pour contrer toute pensée maladroite et suffisamment de métacognition pour voir les inconvénients de la pensée maladroite, les mérites relatifs de la pensée habile et la nécessité pour l'esprit de se reposer, même de la pensée habile, en entrant en concentration. Dans la deuxième étape, le premier jhana, vous engagez suffisamment de vitaka et vikara focalisés sur le thème de votre concentration pour maximiser le plaisir et le ravissement que vous pouvez tirer du maintien de ce thème et pour diffuser ce plaisir
et ce ravissement dans tout le corps. Dans la troisième étape, les jhanas restants, vous engagez juste assez d'activité mentale, dépourvue de vitaka et vikara, pour maintenir le foyer de votre concentration. Vous pourriez engager la métacognition seulement dans la mesure où vous discernez un inconvénient d'un jhana inférieur pour déplacer l'esprit vers un jhana supérieur. Mais même ce degré de métacognition n'est pas toujours requis. Dans la quatrième étape, en vous appuyant sur la pratique des jhanas, vous engagez suffisamment de métacognition pour voir les inconvénients des jhanas et, par extension, de tous les phénomènes fabriqués. Cette métacognition est ce qui mène aux accomplissements nobles et, ultimement, à la libération de toute souffrance et de tout stress. Deux considérations pratiques découlent de cette réponse à notre question initiale. La première est que les personnes qui ont tendance à trop peu penser ont souvent une aversion pour la réflexion. C'est pourquoi elles doivent fournir un effort supplémentaire pour s'engager dans la métacognition lors de la quatrième étape et ne pas se contenter de se reposer dans les jhanas des deuxième et troisième étapes. Autrement, elles n'atteindront jamais aucun des accomplissements nobles. À l'inverse, les personnes qui pensent trop, ont tendance à aimer penser. C'est pourquoi elles doivent être encouragées à s'engager dans le type de métacognition qui voit les avantages découlant du fait de permettre à l'esprit de cesser de penser, lui permettre de se reposer, renforcer sa détermination contre la sensualité et clarifier les activités mentales du non et du chemin, afin qu'elles puissent approfondir leur dépassionnement à leur égard. La seconde considération pratique est que, tout comme la pensée doit être juste ce qu'il faut pour obtenir les meilleurs résultats de la méditation, la concentration doit également être juste ce qu'il faut. Si votre concentration est totalement consacrée à la pensée, elle ne produira jamais les résultats qui découlent du fait de laisser l'esprit être immobile. Si elle est si étroitement focalisée qu'elle ne laisse aucune place à la pensée, elle ne permettra jamais le type de métacognition nécessaire pour conduire l'esprit vers l'immortel. Ainsi, tout comme le chemin du Bouddha vers la fin de la souffrance suit une voie médiane en général, ses enseignements sur la pratique de la concentration juste enseignent également une voie médiane. Bien sûr, le milieu ici n'est pas simplement une question de trouver un point à mi-chemin entre deux extrêmes. Cela exige que vous soyez sensible à l'endroit où vous vous trouvez dans la pratique et à la tâche à accomplir. En d'autres termes, pour que la concentration soit juste, elle doit être juste ce qu'il faut pour ce qui est nécessaire dès maintenant.